On va écouter le président Macron. Il était à Bruxelles sur un sommet européen extrêmement important, sérieux. Et il est descendu de son avantage, j'ai dit, pour répondre à Emmanuel Grégoire, parce que M. Grégoire, qui est le candidat socialiste dans la capitale, a estimé que c'était lui qui avait demandé à Sarah Knafo de se retirer. Emmanuel Macron est intervenu pour faire en sorte que l'extrême droite se retire au profit de sa candidate, que le président de la République ait du temps à perdre à s'occuper de ce type de sujet, traduit une faute morale majeure. Alors perd-il ses nerfs, Emmanuel Grégoire? Écoutons la réponse du président Macron qui a tenu à lui répondre en personne. Ces propos n'ont aucun sens. Ils déshonorent un peu la personne qui les dit comme ça à l'emporte-pièce, parce que c'est pas sérieux. Donc non, je ne connais pas Madame Knafo à titre personnel et je n'interviens pas du tout dans ces municipales. La discussion que nous sommes en train d'avoir montre que j'ai largement autre chose à faire. Donc les municipales doivent se tenir dans le cadre le plus respectueux, le plus républicain, mais tout ça est strictement faux et je crois n'est pas à la hauteur. Voilà, alors là, pompe pour Emmanuel Grégoire. Éric Nolot, que Emmanuel Macron prenne le temps de répondre quand même, c'est que ça a quand même dû l'énerver, cette petite allusion. Oui, mais alors moi, c'est surtout les propos de M. Grégoire qui me laissent à la fois comme observateur et comme ami de Sarah Knafo. Je peux vous dire que c'est quand même dans le délire absolument total. Alors d'abord, ça paraît quand même très très peu plausible par rapport à l'actualité internationale. Et puis, je crois que ça traduit quand même un peu de panique chez M. Grégoire, qui est en train de voir que l'élection qui semblait toute cuite commence à lui échapper. Ça ne veut pas dire que c'est fait, mais d'évidence, quelque chose a changé depuis le soir du premier tour et il devient nerveux. Oui. Olivier Anuzaï, vous pensez qu'il y a une faute de quart là, du candidat socialiste? C'est plus que de la panique. Ils sont morts de trouille en réalité. Ils sont morts de peur à l'idée de perdre leur place parce que M. Grégoire sent la défaite se dessiner progressivement. En tout cas, il n'est plus certain de gagner. Donc, il panique, il est mort de peur et le seul argument qui lui reste, au fond, c'est la nazification de l'adversaire. Donc, évidemment, Rachida Dati est nazifié. C'est ce qui doit permettre de... espère-t-il ressouder ses électeurs, faire bloc autour de lui. Mais pour nazifier Rachida Dati, sincèrement, c'est vraiment qu'ils n'ont plus rien à dire. C'est pas vraiment Rachida Dati qui lui dit, parce qu'Emmanuel Macron est intervenu pour faire en sorte que sa candidate... oui, mais il ne cesse de dire que Rachida Dati a le soutien du Rassemblement national, a le soutien de Mme Le Pen, de M. Bardella, a le soutien de Sarah Knafo. Donc il y a bien une nazification de Rachida Dati. Ça leur évite aussi de parler de leur bilan. Ça leur évite de parler des viols et agressions sexuelles dans le périscolaire. Ça leur évite de parler de la dette abyssale de la mairie de Paris. Vous avez remarqué, il n'est plus question de projet dans cet entre-deux-tours. Il n'est uniquement question que de la nazification, que de rendre Rachida Dati candidate de l'extrême droite. Oui, Catherine Ney, il y a aussi Marine Le Pen qui est rentrée dans la danse, je le disais, qui dit « La responsabilité de la gauche dans le système qui a permis des agressions contre tant d'enfants pendant tant d'années à Paris est intolérable. Un tel scandale aurait dû conduire au retrait pur et simple de M. Grégoire et de tous les sortants de son équipe. Pour ce seul motif, j'invite tous les honnêtes gens à faire barrage à de tels irresponsables. » Oui, d'ailleurs, c'est un des rares sujets qui a été quand même abordé sans avoir de réponse de M. Grégoire hier soir lors de l'émission qui a réuni les trois candidats qui vont rester en lice. Dont Mme Chikirou. Voilà. Mais moi, je crois que ce matin, sur France Info, le candidat socialiste avait besoin de se rattraper parce que hier soir, dans l'émission, il était encadré par deux femmes avec une forte personnalité. Et moi, je trouve qu'il n'était pas le mâle dominant, mais plutôt le mâle dominé. Vous voyez. Et donc, il a eu du mal. C'est un garçon qui a l'air gentil et doux, mais on sentait que l'incarnation était assez faible. Et donc, il était entre deux personnes qui avaient chacune beaucoup de réparties, et de faire savoir et de savoir-faire. Et lui, il était un peu... Donc, il avait absolument besoin ce matin de marquer un grand coup. Et le grand coup, c'était évidemment que tout ça... De dire que c'est la faute d'Emmanuel Macron. C'était la faute d'Emmanuel Macron. Ouais, voilà. Bon, et donc, c'est un peu... Voilà, le complot, c'est court. Et voilà, c'est vrai, quand vous dites c'est une panique, c'est sûrement une réaction de panique. Eugénie Bastier. Oui, c'est évidemment une forme de complotisme de la part d'Emmanuel Grégoire. Et surtout, ce qui m'amuse, c'est qu'on savait que l'antifascisme était mobilisé contre le Rassemblement national. Mais maintenant, vous avez remarqué pendant ces élections, l'antifascisme est mobilisé contre la droite classique. C'est quand même assez dingue. À Toulouse, par exemple, les Insoumis mobilisent l'antifascisme contre M. Moudin, qui est quand même une personnalité de centre-droit, et à Paris également. Donc c'est une espèce d'extension du domaine de l'antifascisme absolument délirante. On ne pensait pas qu'il pouvait encore aller plus loin. Tout ça pour maquiller, effectivement. En tout cas, à Toulouse, c'est pour maquiller le fait de soutenir la France Insoumise, d'être piteusement rallié à la France Insoumise. Et à Paris, c'est pour effectivement
masquer une forme de panique, effectivement, vu ce qui se dessine. Et je trouve ça absolument... Quand Emmanuel Grégoire parle de faute morale, mais attendez, mais les mots n'ont plus aucun sens, quoi. Faute morale, la faute morale, elle est plutôt du côté de ceux qui ont laissé le périscolaire parisien dans un tel état, avec des gamins qui ont été violés. C'est ça la faute morale. C'est pas que Rachida Dati bénéficie des voix de Sarah Knafo. Je suis désolée, les mots n'ont plus aucun sens. Faute morale. Mais alors, Eugénie Bastier, tout le monde semble découvrir ce scandale de pédocriminalité dans le périscolaire à Paris. Ça fait des mois pourtant qu'il y a eu des alertes. Pourquoi est-ce que d'abord, et la presse, je nous mets devant, pourquoi est-ce que tout le monde ne s'en est pas saisi au bon moment ? Bah écoutez, c'est vrai que c'est... on parle de centaines d'enfants. Je ne me l'explique pas. Et quand 52 animateurs. Quand on parle du traitement médiatique de cette affaire, avec le traitement médiatique de l'affaire Betaram, par exemple, qui a quand même mobilisé toutes les grandes rédactions, les médias, il y a eu je sais combien d'émissions, il y a une commission parlementaire. Voilà. Alors ce sont des faits qui se sont produits quand même il y a quelques années, il y a 20 ans pour les derniers faits, et encore on remonte à un demi-siècle. Là, on parle de faits qui se sont produits dans les 5 dernières années pour la mairie de Paris. Donc il y a effectivement pour moi un 2 poids 2 mesures évident. Je rappelle d'ailleurs que le service public a fait une émission Cache Investigation sur le périscolaire parisien, mais ils ont pas voulu consacrer une émission entière. Ils ont fait le périscolaire parisien et les établissements privés, parce qu'il fallait quand même taper sur le privé au passage. Alors je rappelle que le Stan, l'établissement Stanislas, a eu droit à une émission entière du service public sur les dérives de Stan, d'un et seul établissement. Donc, je trouve qu'il y a un 2 poids 2 mesures évident. Effectivement, c'est un scandale absolu. Pour avoir mis mes enfants à Paris en crèche et dans le périscolaire, je peux vous dire qu'on recrute n'importe qui pour s'occuper des enfants. J'ai vécu des situations absolument aberrantes et c'est absolument un problème majeur. Et évidemment que la municipalité a une responsabilité. Enfin, dans n'importe quel autre... Si c'était l'Église catholique qui gérait le périscolaire parisien, je peux vous dire que ça aurait été beaucoup plus rapide. Éric Nolot, c'était quasiment un système à la fin. Enfin, je veux dire, ou sans doute, puisque voilà, il y avait une espèce de réseau où chacun se donnait le mot en disant tiens, travaille dans le périscolaire, tu verras, c'est plus facile pour avoir les enfants. C'était organisé. Et puis surtout, ça n'éclate pas aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait eu de nombreuses alertes de nombreux hommes et femmes politiques qui avaient dénoncé cet état de fait. Et le silence médiatique est vraiment très troublant. Comme si on essayait... on n'a pas pris la mesure et de couvrir quelque chose qui serait très embarrassant parce qu'on découvrirait des ramifications certainement inattendues. Vous pensez que ça peut remonter assez haut ? Je crois. Okay. Pour qu'il y ait autant de faits quand même et que ça soit aussi peu médiatisé, je ne veux pas tomber dans le complotisme, mais il y a quelque chose qui est quelque chose de très louche. Catherine Ney, sur ce scandale dans le périscolaire. Oui. D'ailleurs, quand vous parliez de Betaram, il y a eu une commission d'enquête où le Premier ministre avait été entendu. Il y avait 2 députés, dont Mme Spielbout de Lille, et puis j'ai oublié le nom du député LFI. Paul Vanier. Dont le combat était bien sûr, mais surtout en arrière-plan, de vraiment casser les institutions privées catholiques. C'est surtout arrêter de leur donner, c'était faire chuter l'enseignement catholique, qui est une vieille revendication socialiste, de gauche, que François Mitterrand avait fait échouer en son temps, et on se souvient des grandes manifs à Paris pour la défense de l'école libre, on n'en parlait plus. Eh bien, c'est toujours un combat, en tous les cas, qui reste pour LFI. Yohann Usaï, sur ce scandale à Paris et le fait que ça explose littéralement dans l'entre-deux-tours, évidemment, avec des politiques qui se positionnent, Marine Le Pen, et que tout le monde semble découvrir en tout cas cet état de fait. Oui, et pourtant, Rachida Dati alerte depuis un certain temps maintenant au Conseil de Paris. Elle a posé plusieurs questions à la maire socialiste, qui a d'ailleurs toujours refusé de répondre, qui a toujours répondu à côté, qui a estimé, la mairie socialiste, Madame Hidalgo, Monsieur Grégoire, ont estimé que ce dossier avait été extrêmement bien géré et que les animateurs mis en cause étaient tout à fait minoritaires. Voilà la réponse de la mairie de Paris. Donc on est effectivement devant un scandale qui ne fait que débuter, parce qu'il va y avoir des enquêtes, bien sûr, qui vont se poursuivre, et nous allons malheureusement, je le crains, apprendre des choses absolument ignobles. Bon, Louis de Ragnel, quittons la capitale pour regarder ce qui se passe dans cet entre-deux-tours, dans d'autres villes. Il y a des endroits, pareil, où c'est très compliqué. Avignon, Toulouse, il y a eu, je crois, ce matin, une cérémonie à l'école. En hommage aux victimes de Mohamed Merah. Et le candidat de la France Insoumise s'est fait huer. Mal s'est fait huer. Effectivement. On voit bien que ce sont des alliances qui satisfont peut-être les appareils. Le Parti Socialiste n'a aucun problème et s'accommode, et quitte à renier toutes ses promesses, ses engagements, il n'y a pas de problème. Mais on voit bien que chez beaucoup d'électeurs, c'est quelque chose qui pose problème. Et puis, si vous voulez, toutes ces constructions sont poussées à une
telle extrémité que même à Strasbourg, où vous avez une alliance entre le Parti socialiste et Horizon, il y a un front républicain qui est en train d'être organisé contre le PS et Horizon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où on en est. Si vous regardez dans le détail de toute la carte de France, il y a je sais pas, il y a 11 ou 12 ou une petite quinzaine de fronts républicains, mais à une seule fois, il y a un front républicain contre le RN. À chaque fois, tous les autres sont soit contre les républicains, soit contre le Parti socialiste. Non mais c'est vous dire quand même le degré de folie quand même de la France insoumise qui a réussi un exploit incroyable d'imposer cette matrice-là. Et on voit bien, là, c'est fait avec une violence. La France insoumise, le PS aussi. Non mais le PS accepte en fait. Oui, mais ils sont aussi vecteurs de... Voilà, et ce qui est intéressant, c'est d'analyser ça par rapport à ce qui va se passer pour la prochaine élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon assume totalement de piétiner le PS, de rigoler même. Vous avez Paul Vanier, qui est un député de la France Insoumise, qui a même ironisé sur l'alliance qu'il y avait à Nantes entre Johanna Rolland et la France Insoumise. Il s'est moqué du revirement de la candidate socialiste. Donc moi je pense que Jean-Luc Mélenchon va essayer de capitaliser sur toutes ces victoires, puisque ce sont au moins des victoires tactiques, d'appareil, par rapport à la perspective de la présidentielle, avec un mot d'ordre, c'est à gauche, vous ne pouvez pas composer sans nous. Et sans nous, vous êtes foutus, sinon on vous fait perdre. Ça n'a rien d'une folie, c'est une stratégie très cohérente, c'est-à-dire il y a nous et les fascistes. Bien sûr, mais il y a deux camps en France. Éric, et les fascistes. Éric, ce qui est une folie, c'est quand vous voyez des électeurs PS, des élus PS, des cadres PS, qui se sont tous engagés la main sur le cœur à dire mais promis, jamais, jamais, jamais on fera ça. Et au lendemain d'une élection qui est compliquée pour le PS dans les grandes villes, tout d'un coup, revirement à 180 degrés, ça pour le coup c'est une folie. Bien sûr, bien sûr. Catherine Ney, sur ces alliances entre le PS et la France Insoumise, et la stratégie de la France Insoumise je ne vais pas dire bordélisation, mais enfin de semer la zizanie un peu partout, c'est assez efficace. Moi ce que je trouve extraordinaire, c'est entendre des gens comme François Hollande qui disent... C'est-à-dire, François Hollande, je me disais, il est contre l'alliance. Évidemment, il n'était pas candidat. Donc, on peut avoir une belle âme quand on n'est pas candidat. Mais dès qu'il revient dans son fief, eh bien, il dit union, union. Oui. Donc, moi, ce qui me désole, c'est surtout la lâcheté de tous ceux qui font les malins en disant jamais, et puis qui en douce se couchent. Et c'est vrai, c'est une forme d'acceptation qu'ils ne sont plus que les supplétifs de LFI, et que LFI... Oui, dans 2 ans, dans 1 an, c'est la présidentielle. Maintenant, et ça fait très peur pour... je veux dire, je vois pas comment un candidat peut se sortir... de ce piège, absolu. Eugénie Bastier. Pour moi, ces élections font la démonstration d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de cordon sanitaire autour de LFI. Il est vain, il est illusoire de vouloir en installer un. Ça ne marchera pas. La gauche n'installera jamais de cordon sanitaire autour de LFI. Donc la droite, plutôt que de s'acharner à vouloir faire un cordon sanitaire autour de LFI, il ferait mieux d'essayer d'abattre le cordon sanitaire qu'elle se laisse imposer par la gauche pour empêcher l'union des droites. Et donc, en tirer la conclusion, le PS fait alliance quand il veut avec l'extrême gauche, avec des antisémites. Pourquoi nous, on devrait s'imposer un cordon sanitaire et se refuser l'union des droites que la gauche pratique sans vergogne. Et c'est ça, à mon avis, la conclusion de cette élection. C'est-à-dire que plutôt que de dire, voilà, nous allons faire la même chose qu'on a voulu faire avec le RN, avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, ce qui, de facto, ne fonctionne pas, en tirer des leçons pour l'union des droites. Et ça va être très intéressant, d'ailleurs, pour moi, une des élections les plus importantes à suivre. Et c'est pas parce que je viens de là-bas, c'est celle qui va se passer à Toulouse. Voilà. Parce que ce que ça va montrer, c'est est-ce que la France Insoumise fait peur ? Si vraiment peur. Si la France Insoumise gagne Toulouse, ça montrera vraiment un échec total de la démocratie. Ils font peur. Regardez déjà les industriels à Toulouse de l'aéronautique mais on verra le résultat. qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent qu'ils sont extrêmement inquiets à l'idée que la France Insoumise gouverne. Pour moi, c'est un test. Est-ce qu'un maire LFI peut gagner une ville comme Toulouse, une ville aussi importante ? C'est un test absolument majeur. Ce que Eugénie Bastier appelle de ses voeux, ce serait du pain béni pour la France Insoumise, qui dirait, vous voyez bien que la droite et l'extrême droite, c'est la même chose, et voilà. Et ce serait reparti pour un couplet antifasciste. En fait, c'est ça qu'ils veulent. Et qu'il n'y ait plus que 2 camps, en réalité. Et le RN et eux. Voilà. Catherine Ney. Oui, mais quand on voit les résultats, l'arithmétique est du côté de la gauche à Toulouse. Et le score de M. Moudin, qui a fait 37, un peu plus de 37, est évidemment décevant pour lui, parce que celui qui arrive en position 2, c'est le LFI, M. Piquemal, et c'est le socialiste qui a 2 points de moins que lui, qui s'allie à lui pour que la gauche gagne. Mais je ne vois pas comment
comment M. Moudinque, alors évidemment, sûrement il y a des regrets, des abstentionnistes, des gens qui mais je ne vois pas comment il peut gagner arithmétiquement, à moins d'une mobilisation. Tout peut arriver. Justement, il y a mobilisation des abstentionnistes. Oui. C'est-à-dire qu'à Toulouse, ça va être un test, c'est-à-dire est-ce que les gens vont se mobiliser par peur de LFI ou est-ce qu'ils vont laisser un maire LFI prendre une ville aussi importante? Pour moi, c'est un vrai test. Est-ce que LFI fait peur ou pas? Et l'espèce de... Enfin, est-ce que, est-ce que les gens craignent vraiment ce parti politique? Oui, mais... Pardon, allez-y. Oui, ce qui fait... Quand vous dites est-ce que LFI fait peur, moi je crois que Mélenchon, il est très fort parce que quand il fait ses meetings, il fait rire les gens. Il fait rire les gens contre les autres. Il appelle les socialistes, vous voyez, ces gros combinards. Et puis, la salerie. Et puis, la façon dont il a leur raconté cette histoire quand il est devant une salle où il y a plutôt une population communautaire. Il leur raconte que, dans le fond, on vient... C'est quelqu'un qui est venu de l'Afrique, de loin, et il reprend c'est Lucie de Yves Coppens, vous savez, l'Australopithèque, dont il a dit d'ailleurs après qu'elle n'était pas du tout un homme. Une homme, c'est bon, voilà. Mais on raconte cette histoire. Alors on dit, vous voyez, elle a défilé, et là il y a même vous, les gros blancs, les vilains blancs, mais il y a tous les autres, les moches, mais il y a tous les autres, vous, qui sont beaux. Vous voyez, c'est une manière de les flatter, de les faire rire. Il leur raconte une histoire. C'est une histoire en bande dessinée, et donc à chaque fois, il les fait rire. Il les fait rire, et alors il passe du rire, du comique, à la violence, à l'insulte. Et c'est ces choses-là. Et le peuple, il regarde, il est au théâtre. Le peuple de gauche, qui est des gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui sont, ces grands-pères qui leur racontent l'histoire comme la sienne. Vous voyez, c'est ça. Il les fait rire. Encore une fois, le tour de force de la gauche, et c'est vraiment remarquable, c'est une vraie prouesse. On ne parle pas de leur bilan et de leur projet. Monsieur Piquemal à Toulouse dit votez pour moi, votez absolument pour moi parce que la droite détruit des vies. C'est quand même ce qu'il a dit lundi. La droite, pas l'extrême droite, la droite détruit des vies. On nazifie Sarah Knafo, donc on ne parle pas de leur projet, de leur bilan, et ce sera la même chose en 2027. L'extrême gauche ou la gauche extrême va se poser en rempart contre le Rassemblement national. Et le débat portera uniquement là-dessus. Je le crains pour les Français qui, hélas, ont bien besoin d'un vrai débat qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps. Il y a eu aussi, Eugénie, 350 personnalités toulousaines venues d'horizons très différents, notamment des sportifs, des artistes, des médecins, des avocats, qui ont signé une tribune aujourd'hui pour appeler à voter pour le candidat de droite contre le candidat LFI. C'est une forme de mobilisation. Un rugbyman, Vincent Clerc, le chef cuisinier Michel Saran, Hélène Nougaro, la dernière épouse de Claude Nougaro, à qui on doit évidemment... Je pense qu'on aura du mal à faire passer M. Moudinque pour un dangereux fasciste, lui qui gère la ville depuis déjà pas mal d'années et qui est plutôt un homme de centre-droit. Donc oui, effectivement. Mais pour moi, ça va être un vrai test Toulouse, c'est-à-dire sur la bascule LFI, est-ce que ça va mobiliser un électorat qui ne s'est pas mobilisé au premier tour? Ça va être très important à suivre.